Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous savoir nombreux à regarder Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Cette chaîne qu'on regarde avec beaucoup de plaisir. Au sommaire de l'actualité ce soir, Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré élu président au premier tour avec 53,49% de suffrages valablement exprimés contre 21,65% pour Zéphirin Diabré qui a reconnu sa défaite et félicité Roch-Marc Christian Kaboré. Une autre leçon de démocratie qui vient du Burkina Faso. Nous parlons aussi au cours de cette soirée de l'information de cette conférence internationale sur le climat qui se tient en ce moment du côté du Bourget à Paris avec ces 2 milliards d'euros annoncés par François Hollande pour aider le continent africain. Nous parlons aussi de SIDA, c'est le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre ce syndrome d'immunodéficience acquise, avec un arrêt sur ces écoles françaises qui écartent les séropositifs. Nous parlons également d'autres sujets au cours de ce programme. Merci une fois de plus de rester fidèle à nous regarder. Élie Smith, bonsoir. Bonsoir, Louis Roger. Alors, Patrick Christian, bonsoir. Bonsoir, Louis Roger. Bonsoir, Élie. Voilà, très heureux de vous avoir, messieurs, sur ce plateau pour parler de l'actualité nationale et internationale. Je voudrais qu'on commence par le Burkina Faso qui vient de montrer aux yeux de la planète comment on peut gagner une élection dans la transparence, comment les gens peuvent aller sereinement choisir leur candidat. Je pense que après la Tanzanie, après la Guinée, voilà également le Burkina Faso qui nous sert un très bon exemple de démocratie. Un très bel exemple de démocratie. Je crois que là-bas à Brazzaville, ceux qui disaient que le Brazzaville n'est pas Ouagadougou vont voir que vraiment c'est la vérité. Brazzaville n'est pas Ouagadougou, donc les Burkinabés nous ont servi une belle leçon de démocratie, pas seulement au peuple du Burkina Faso, mais au peuple de l'Afrique centrale, qui est un repère d'une dictature, des gens qui changent de constitution permanemment. On parle aujourd'hui du COP21, ils ne sont même pas des gouvernements écologiques. Donc c'est quelque chose qui démontre aussi que l'Afrique n'est pas toujours ce que les gens pensent, parce qu'on pense souvent que l'Afrique c'est un repère d'une dictature. Ça veut dire qu'il y a une Afrique multiple. Il y a une Afrique qui est pour la démocratie, il y a une autre Afrique qui est réfractaire. Vous avez parlé de la Tanzanie, vous venez de parler du Burkina Faso. Il y a eu d'autres exemples que là-bas, on n'a pas tripatouillé. Et puis autre chose, c'est la rapidité dans laquelle les résultats sont sortis. Et deuxième autre chose, c'est le posant ou son rival, Zéphirin Diabré, qui a reconnu sa défaite. Donc c'est une leçon que quand les choses sont bien faites, là on doit reconnaître notre défaite et puis c'est une bonne chose pour le pays. Maintenant, c'est un grand défi maintenant pour Roch-Marc Kaboré pour remettre le Burkina Faso au travail. Voilà. Alors Patrick Christian, d'abord, le matin nous parlons déjà de cette victoire et surtout ce sens de fair play, un candidat qui échoue, qui prend la peine d'aller rencontrer le candidat élu et lui adresser bien évidemment ses félicitations et reconnaître sa défaite. Il n'y a qu'avec Mamadou Bouhari et Goodluck Jonathan que nous avons enregistré cela pour ne pas parler du cas du Sénégal. Oui, écoutez, c'est toujours bien pour la légitimité du président qui s'en sort vainqueur d'un processus comme celui-là, d'avoir son principal challenger venir lui présenter ses félicitations. Je pense que ça consolide même le pouvoir et l'assise légitime de ce président-là. Et à côté, il faut reconnaître qu'il y avait quand même 14 candidats en liste. C'est vrai que Zéphirin Diabré était le principal challenger, avec près de 30% de suffrages. Ça fait quand même une bonne partie, n'est-ce pas, des votants qui ont choisi Zéphirin Diabré. Mais les autres candidats n'ont nullement contesté le processus. Ça veut dire qu'il y a une espèce de consensus sur le déroulement du processus et sur l'acceptation même de la victoire de Roch-Marc Kaboré. Mais dans cette circonstance-là, on doit surtout dire que les Burkinabés en avaient un peu marre de cette période de crise qui a quand même duré 1 an. C'est vrai qu'on a vu d'autres pays où ces crises-là se sont éternisées, où ceux qui ont été à la transition ont voulu même finalement s'éterniser au pouvoir. Donc c'est un bel exemple. Ça n'est pas pour rien que la Haute-Volta devenue Burkina Faso est appelée un pays
un pays des hommes intègres. Donc l'intégrité, c'est aussi ça. Reconnaître que j'ai perdu, reconnaître que l'autre a gagné de manière assez, on va dire, transparente, sans qu'il n'y ait eu des entraves dans le processus. Et c'est bien parce que ça va permettre au Burkina Faso de tourner une page. Et donc, on aura peut-être l'occasion de revenir sur un ou deux autres aspects, principalement liés à la personne et à la personnalité de Roch Marc Kaboré, mais on peut dire que c'est un président que les Burkinabés ont voulu, indépendamment des petites querelles sur l'exclusion de quelques candidats potentiels ou pas, mais c'est vraisemblablement la volonté du peuple burkinabé, parce qu'avec 53% dans un contexte diversifié comme celui-là, on peut dire qu'une bonne partie de Burkinabés ont voulu, en tout cas la majorité, que Marc-Christian Roch Kaboré soit le président. Alors, Élix Mité, il y a quand même des législatives qui ont été également organisées ce 29 novembre et il faut s'attendre rapidement aux résultats parce que ces résultats pourraient permettre de conforter la position du président qui pourra avoir peut-être, on ne sait jamais, une majorité absolue au Parlement. Oui, ça serait quand même bien. Ça serait bien qu'il ait une majorité confortable qui va lui permettre de gouverner. Mais de l'autre côté aussi, pour la démocratie, aussi pour tester vraiment la réussite de cette démocratie, c'est de voir si, par exemple, il n'a pas la majorité au Parlement. Parce que, bon, on doit d'abord les féliciter, mais je me rappelle très vite, bien sûr, ce n'est pas l'Afrique centrale, il y a eu le cas qui a eu lieu au Congo en 92, où Pascal Lissouba a remporté les élections. Il n'avait pas eu de majorité, ou il a eu une majorité, pas vraiment une majorité absolue. Et c'est ça même qui a eu des problèmes pour qu'il y ait cette guerre, ou que le président Denis Sassou Nguesso a profité pour lancer la guerre de la reconquête du pouvoir en 1997, là où il disait qu'il faut respecter la Constitution. Maintenant, si Roch Marc Kaboré a la majorité, c'est une bonne chose. Mais si aussi, peut-être les peuples burkinabés peuvent décider que peut-être nous voulions aussi une représentativité de l'opposition à l'Assemblée pour qu'il y ait un certain équilibre de pouvoir. C'est toujours quelque chose de bien. Donc, attendons voir les résultats de ces élections. Alors, Patrick Issante, vous êtes, comme Élie pense, vous souhaitez un gouvernement ou alors une Assemblée nationale qui reflète toutes les couleurs politiques du Burkina? Ben, ce serait l'idéal d'avoir, on va dire, toutes les chapelles, n'est-ce pas, du pays qui soient représentées sur le plan politique. Et vous savez, il faut toujours qu'on est dans un pays pour expérimenter la vitalité démocratique et même pour expérimenter la crédibilité de ceux qui sont au pouvoir. Il fait qu'il y ait un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir-là est très souvent représenté par l'opposition à travers une présence parlementaire. C'est le cas des démocraties qui se veulent très dynamiques, comme le cas des États-Unis, où vous avez vu un président Barack Obama gouverner, mais avec un congrès majoritairement républicain, ce qui donne quand même à réfléchir à plus d'une fois avant de prendre un certain nombre de décisions et d'actes. Parce que là, vous devez tenir compte d'une bonne partie de vos compatriotes qui ne pensent forcément pas comme vous, même s'ils ne sont pas majoritaires. Donc dans ce contexte-là, on va peut-être attendre les résultats des législatives du côté du Burkina Faso, mais il serait de bon ton que cette démocratie qu'on est en train de féliciter aujourd'hui, qu'elle démontre aux yeux du monde. Je pense que c'est bien parti pour le faire, qu'elle démontre aux yeux du monde qu'elle a la capacité à gérer, même dans une cohabitation, si tel était le cas, une cohabitation qui voudrait que le président, le patron de l'exécutif, n'ait forcément pas la majorité aux parlementaires. C'est vrai que dans un contexte de sortie de crise, il a peut-être besoin d'avoir les coudées franches avec une majorité au Parlement qui lui permettrait d'implémenter un certain nombre de réformes ou bien de visions qu'il entend mettre, mais en même temps, il a besoin aussi des garde-fous et d'une opposition forte, pas une opposition inféodée ou bien pas une opposition finalement amoindrie, affaiblie, qui se comporterait en opposition spectateur ou bien prête à accepter tous les compromis possibles, comme on en a vu sur d'autres cieux. Ça n'est pas Elie qui me dira le contraire avec l'histoire qui nous a souvent conté du Congo-Brazzaville. En tout cas, on a besoin d'une opposition qui est capable d'être indépendante, qui est capable de résister, n'est-ce pas, au charme, n'est-ce pas, du pouvoir à travers un certain nombre de facilités. J'en vois encore des actes de corruption. Donc, il serait de bon ton que le Burkina Faso ait un équilibre et un contre-pouvoir qui permette justement au pouvoir d'exercer le pouvoir pour le peuple, pour le bien-être du peuple. Et ça, on va voir. Autre facteur aussi qu'il faut relever en attendant ces résultats, c'est qu'on va jouer la carte de la redéfinition, n'est-ce pas, politique, la carte politique
et géographique même du Burkina Faso. N'oubliez pas que le CDP, le parti de Blaise Compaoré, dont faisait partie Roch-Marc Christian Kaboré avant cette rupture définitive qui a eu lieu en janvier 2014, est encore présent. Ça ne fait qu'un an que la crise a été effective du côté du Burkina Faso. Donc 27 années de pouvoir ne peuvent pas s'échapper comme ça. Et on a permis au CDP d'avoir des candidats pour ces législatives-là. Est-ce que ce parti-là va réussir à survivre au départ de Compaoré? C'est la première réponse qu'on va avoir aux sorties des unes pour les législatives. Et maintenant, est-ce que Roch-Marc Christian Kaboré a lui su profiter de ses liens autant en interne, ses connexions en interne à l'extérieur pour récupérer les insatisfaits du CDP et faire finalement de sa formation politique, le MPP, la nouvelle force en puissance au Burkina Faso? Ces urnes, en tout cas pour les législatives, vont nous donner des éléments de réponse et c'est peut-être à partir de cela qu'on saura quelle sera la forme et la configuration du gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Ministre des Transports, des Finances, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et pendant 26 ans, aux côtés de Blaise Compaoré, il maîtrise la politique mise en place par Blaise Compaoré depuis pratiquement 27 ans que ce dernier était au pouvoir. On a été renversé en octobre dernier. Alors, Élise Bitton, est-ce que vous pensez qu'il ne sera pas pire que Compaoré, parce que quand même, il a quand même occupé tous les postes stratégiques, mais il n'avait pas ce pouvoir de décision. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il pourra peut-être régler ses comptes avec certaines personnes, ou alors s'asseoir et de s'entourer de toutes les garanties pour faire peut-être au lieu de 27 ans, 30 ans au pouvoir? Non. Premièrement, s'il essaie par exemple de régler les comptes, ça serait quand même pas bon, parce qu'un homme d'État, on a vu l'exemple de Mandela, son auteur, c'est la capacité de pardonner, de unifier. C'est un pays qui est profondément blessé. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir rester au-delà de 27 ans? Il est mal barré parce que le Burkina Faso ne pourra pas accepter d'avoir une telle expérience. Le Blaise l'a fait parce que c'était un régime quasi militaire. Actuellement, la société civile au Burkina Faso est vigilante. Il ne peut pas le faire parce que la société civile est là, l'opposition aussi existe. Donc s'il voulait même, ça ne serait pas bien. À moins que, comme la nature humaine est telle qu'elle est, elle peut arriver au pouvoir comme Hugo Chavez, voté par les urnes et décider maintenant de s'accaparer du pouvoir. Parce que, voyez-vous, on doit savoir que c'est un communiste, hein, donc c'est quelqu'un qui peut avoir ce genre d'idées. Mais je crois que non, il ne pourra pas. Même si aujourd'hui le mandat présidentiel a été délimité, 5 ans, 10 ans, pas plus, mais ce sont que des textes. Oui, vous donnez, lui, Roger, une réponse à la question que vous posez à Élie à l'instant. La Constitution, en tout cas celle qui a été adoptée pendant la période de transition, a réduit à 2 mandats, pas plus, de 5 ans, la possibilité pour un chef de l'État. Donc, Roch-Marc Christian Kaboré, en tout cas si on s'en tient aux caisses, ne pourra pas faire plus de 10 ans au pouvoir. Maintenant, il faut se rappeler, quand on regarde le parcours de l'homme, qu'il est quand même proche des mouvements gauchistes. Il a fait partie de la révolution en 83 qui a amené Sankara au pouvoir. Il a continué avec Blaise Compaoré. On n'efface pas une idéologie comme ça dans la mentalité d'un homme qui, pendant 3 décennies, a quand même milité pour cette idéologie populiste-là. Donc, on peut dire que sur le plan des textes, la Constitution actuellement au Burkina Faso ne permet pas à Roch-Marc Christian Kaboré de pouvoir espérer s'éterniser, en tout cas au-delà de 10 ans au pouvoir. Maintenant, c'est la réalité et l'avenir qui vont nous préciser et nous infirmer ou pas cette intention plus ou moins qu'on peut craindre dans les gestes d'une personnalité qui partage des idéaux comme celle qu'on a dit, socialiste, gauchiste et peut-être populiste. Il faut surtout noter que ce qui peut inquiéter dans la posture de Roch-Marc Christian Kaboré, c'est son appartenance et sa proximité pendant longtemps, n'est-ce pas, avec les couloirs du pouvoir de Blaise Compaoré. Il a même été façonné par Blaise Compaoré, il faut le dire. Et pendant longtemps, on a fait de lui, on a dit de lui qu'il était le dauphin de Blaise Compaoré. Avant les années 90, où il y a eu quand même un revirement de position. Il faut vous dire que pendant 10 ans, il a été président de l'Assemblée nationale dans un régime qu'on veut totalement militaire, qu'on a dit autoritariste de Blaise Compaoré. Être 10 ans à l'Assemblée nationale de 2002 à 2012, il a quand même participé à consolider ou bien à orchestrer la mise
la mainmise, n'est-ce pas, du système Compaoré sur le Burkina Faso. Et ça, aujourd'hui, il ne peut pas se refuser d'avoir été un acteur majeur dans le système Compaoré. Et il a été Premier ministre, et il a été ministre des Finances, il a été ministre des Transports, il a été coordonnateur, une espèce de vice-premier ministre de l'action gouvernementale. Donc c'est un maillon fort du système de Compaoré qui revient aux affaires, ce qui fait dire à quelques révolutionnaires et à quelques activistes sur les réseaux sociaux que c'est une révolution gâchée. S'il fallait y aller pour amener un fidèle ou bien un moule de Compaoré au pouvoir, ça donne l'impression que c'est pratiquement ce qui s'est passé en Égypte. Après la révolution, les frères musulmans sont arrivés, et puis Al-Sisi, qui est quand même de l'armée, comme c'était le cas de Moubarak, est revenu. Bon, ce ne sont que des suppositions. On ne peut pas d'emblée jeter la pierre sur Roch-Marc Christian Kaboré, mais on est bien obligé de tenir compte de son passé et de son évolution jusqu'à la tête du parti. Et après, lui, Roger, si vous me permettez de terminer là-dessus, il faut surtout dire que le Burkina Faso sort d'une crise où on a quand même vu des positions assez radicales au sein de la coalition de l'opposition. Et Roch-Marc Christian Kaboré faisait partie des personnes qui ne voulaient rien entendre d'un éventuel dialogue. C'est bien pour un démocrate, mais ça peut aussi laisser craindre à des éventuels règlements de compte. Est-ce qu'il va se mettre au-dessus de tout ce qui s'est passé, des violences pendant ce putsch, des violences pendant la crise et des comptes personnels qu'il a eus avec ses amis d'hier dans le CDP, parce qu'il y a des séquelles énormes, des violences verbales qui finalement ont fait craindre à un certain moment l'arrivée de Roch-Marc Kaboré. Ça fait à peine 10 mois qu'il a basculé dans l'opposition et il est au pouvoir. Donc c'est de bon vent pour la démocratie au Burkina Faso. Maintenant, il revient au nouveau président de prendre de la hauteur pour rester un homme d'État qui va certainement remettre le Burkina Faso, nous l'espérons, sur les rails. Alors, Elie Smith, aujourd'hui, Roch-Marc Christian Kaboré est élu président au premier tour. Il a fait d'un coup un chaos, mais il revient quand même que l'on s'intéresse un peu à l'avenir de ces personnes-là qui ont assuré la transition. Isar Zida, Michel Kafando, alors quel sort sera-t-il réservé à ces deux hommes au lendemain de cette victoire de Roch-Marc Christian Kaboré? En principe, rien, ils sont à la retraite. Mais les gens comme Zida, il est jeune, il peut maintenant faire tomber ça. D'abord, on le voit depuis habillé en civil, il est même pays. Il peut prendre la vie politique. Mais ils peuvent aussi avoir des postes de responsabilité à l'international. On a vu le cas de Goodluck Jonathan, quand il a laissé le pouvoir d'une manière extraordinaire. Il a conduit la délégation des observateurs des élections en Tanzanie. Donc ils auront le rôle. Je pense que ces deux-là peuvent venir par exemple en Afrique centrale, venir au Cameroun, au Congo, au Burundi, montrer aux leaders là qu'il y a la vie après le pouvoir. Donc, parce que nous avons des leaders qui pensent qu'il faut mourir au pouvoir. Donc, on peut leur montrer que non, vous pouvez peut-être mener une transition calme. Et puis après, donc voyons voir ce que... Bon, je pense que normalement, c'est la retraite, mais ils ont encore le pouvoir, la capacité d'être appelés à d'autres fonctions. Voilà. Michel Kafando qui se trouve à Paris pour cette conférence internationale sur le climat. Voilà, et qui a, dès son retour, un autre chef de l'État, qui ne sait pas qui va accueillir qui. On verra bien avant l'investiture, bien évidemment. Je voudrais qu'on parle de cette conférence internationale sur le climat qui se déroule en ce moment du côté de Paris, au Bourget. Avec quand même cette information assez importante. On dirait que François Hollande a suivi les cris du président Paul Biya qui disait que sauvons le lac Tchad, il faut sauver le lac Tchad. 2 milliards d'euros pour les énergies renouvelables en Afrique d'ici 2020. Patrick Jean-Devon, est-ce que c'est assez suffisant pour tout ce que l'Afrique a donné à l'Europe et au reste du monde? Un peu moins de 1400 milliards de francs CFA si la conversion nous est permis d'être faite. Est-ce que c'est suffisant? Je n'en suis pas certain. Parce que les enjeux sont énormes. Louis Roger, les enjeux sont énormes. Et surtout, il faut peut-être appréhender ces montants-là avec le degré et le niveau de sacrifice qui est demandé aux pays africains. Après qu'on ait parlé du montant, qu'on soit satisfait ou pas du montant, il faut surtout se poser la question de savoir ce qui sera fait de ce montant. C'est en cela peut-être qu'on va interpeller les dirigeants chez nous en Afrique.
C'est bien beau d'avoir eu ce sommet en marche, n'est-ce pas, du COP21 entre le président Hollande et les pays africains qui avaient pour une fois une position commune. Nous ne signons pas. Si on ne débloque pas l'argent, vous voyez que l'argent peut réunir au moins les chefs d'État en Afrique. Donc, pour une fois, on a vu l'Afrique prendre une position commune et dire, tant que nous n'avons pas les montants débloqués ou bien promis, nous ne signons pas. Et François Hollande tient à ce que ce COP21 soit celui qui marque un virage décisif dans les politiques de protection de l'environnement et de la planète. Donc, il a intérêt finalement à ramener les uns et les autres autour de la table. C'est un premier pari gagné avec les Africains, qui sont le deuxième poumon de la planète. Attendons de voir ce qu'on va promettre aux pays de l'Amérique latine, qui sont le premier poumon, parce que voilà les deux pôles qui devront protéger la planète. Attendons de voir aussi ce qu'il va obtenir des plus gros pollueurs de la planète, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, parce que c'est bien beau d'avoir l'accord de ceux qui ont les poumons de la planète, ce sera encore mieux d'avoir l'accord de ceux qui polluent cette planète-là. Est-ce que le président François Hollande, dans cette randonnée diplomatique qu'il a entamée avec son Quai d'Orsay et tout le reste, va réussir à ramener les États-Unis, la Chine, l'Inde et bien d'autres pays à de meilleurs sentiments? Alors, pour revenir à l'Afrique, si vous avez une cagnotte sur pratiquement 5 à 10 ans de 1300, un peu plus de 1300 milliards de francs CFA, qui va avoir quoi dans cette cagnotte? C'est peut-être en ce moment que les couteaux vont sortir. Et les projets, j'espère que les projets seront à la hauteur ou alors à la longueur des couteaux et des appétits voraces. C'est sur ce point-là que j'ai envie d'être un peu d'accord avec Elie. De grâce que ces 1300 milliards ne servent pas davantage à acheter des grosses cylindrées et à renflouer les caisses individuelles au détriment des engagements qui seront pris. C'est de bon ton, même si c'est très peu par rapport aux engagements, parce qu'il faut bien se rappeler que derrière tout cela, il y a un certain nombre d'engagements et de sacrifices qu'on demande à ces populations. Et après, la question fondamentale, celle par laquelle je vais sortir, c'est comment est-ce qu'on implique les populations locales qui trouvent leur quotidien, qui réussissent à s'en sortir à travers ces forêts-là, cet environnement-là. Comment on les implique? Parce que ces populations-là seront les plus fragiles et les plus vulnérables. C'est à elles qu'on va certainement imposer des restrictions, alors que des grands pollueurs et des grandes industries qui coupent dans nos forêts, à tort et à travers, n'auront finalement pas les exigences qu'on va placer sur le dos des populations. C'est donc ces politiques-là qu'il va falloir harmoniser pour faire en sorte que ces populations aient des alternatives, mais qu'en même temps, on ne les éloigne pas de l'environnement dans lequel elles sont, ces populations, appelées à se développer. Alors, Elise Pito parle d'une muraille verte contre la désertification du Sahel. Il y a 11 pays africains qui sont concernés. On parle également de la préservation du lac Tchad qui se rétrécit et du fleuve Niger. Ça veut dire que, pour reprendre la question de Patrick Christian Dobor, cet argent sera encore saucissonné pour plusieurs projets. Et on espère bien évidemment que certains chefs d'État ne seront pas fâchés de leur part de gâteau qui malheureusement sera proportionnellement, bien évidemment, aux besoins qui seront aux besoins élaborés dans ces projets, ces murailles vertes, le lac Tchad, le Niger. Chacun devrait avoir sa part. Oui, chacun devait avoir sa part parce que cette muraille verte, ça quitte de la Mauritanie jusqu'en Érythrée. Donc il faudra voir comment planter les arbres là-bas. Donc ça va demander beaucoup de choses. Et puis ça va demander maintenant de voir les propositions de chaque État. Donc la bonne chose, ça serait de laisser cette fonds-là géré par l'Union africaine. Parce que c'est transnational, c'est ce que je pense. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important? C'est cette barrière contre l'avancée du Sahara. Est-ce que c'est pour l'irrigation du fleuve Niger ou est-ce que c'est le lac Tchad? Je pense que tous ces projets sont importants parce que le lac Tchad, il y a 4 ou 5 pays autour. Le Niger, c'est ça qui irrigue, qui passe jusqu'au Nigeria. Mais pour le Niger, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas grave. Il faut seulement l'irrigation. Il faut qu'elle soit irriguée. Mais c'est le lac Tchad et la barrière de la Mauritanie
jusqu'en Érythrée qui sont difficiles. Donc, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes, je pense que ça doit être mis en une organisation transnationale ou transrégionale. Et la seule compétence, je crois que c'est l'Union africaine qui verra un peu ce qu'il faut faire. Et également, cette question de l'électrification de l'Afrique a été évoquée. C'est encore une autre partie de ces 2 milliards d'euros, cette partie-là qui sera bien évidemment allouée à l'électrification de l'Afrique. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il fallait que l'Europe pense à l'électrification de l'Afrique? Ben, écoutez, lui, Roger, on se demande bien pourquoi est-ce qu'on va aller vers des projets aussi coûteux alors qu'on a une nécessité qui est celle d'abord de sauver la planète. Pour revenir à ce qu'Elie disait dans le cap de la gestion, il faut savoir qu'on a des commissions comme celle, par exemple, du bassin du lac Tchad, même celle autour de l'exploitation du fleuve Niger, qui existent. Les projets sont là, et les problématiques sont recensées. Ce qui a souvent manqué, justement, c'est le nerf de la guerre. Les financements pour implémenter ces projets-là et surtout les personnes qui vont gérer ces financements. Parce que c'est une chose que d'avoir ces financements, c'est encore une autre chose que de les utiliser à bon escient. Donc, je suis d'accord avec Elie, il faut maintenant trouver les personnes idoines pour gérer ces financements. Ces projets sont là. Et il me semble qu'on peut aussi pêcher dans une politique curative. C'est vrai qu'il faut peut-être freiner l'avancée du désert, mais ce serait encore mieux d'empêcher que ce qui existe déjà ne disparaisse. Donc, au-delà des politiques de cette barrière qui va de la Mauritanie à l'Érythrée, qui serait une espèce de barrière verte contre l'avancée du désert, je pense qu'il est aussi important de protéger déjà le bassin forestier du Congo, mais aussi de penser à la régénération, n'est-ce pas, de cette forêt-là, parce qu'il me semble que le combat peut être biaisé si on va seulement dans la protection, parce qu'on se dit qu'on va protéger. On peut protéger, et puis de l'intérieur, on détruit et on met les mêmes conditions qui vont faire une désertification derrière cette barrière. Donc, je pense que c'est surtout vers ce sens-là que les politiques, et notamment l'Union africaine, doivent pouvoir harmoniser toutes les politiques de ces États-là en matière de la gestion de ces forêts. Et pour le Tchad et pour le Niger, les projets existent déjà. Il y a un gros projet sur l'irrigation du fleuve Niger pour alimenter ces fleuves, mais il faut de l'argent. Il y a un gros projet pour retrouver le lit du lac Tchad et pour empêcher finalement sa disparition, mais il fallait de l'argent. Et après maintenant, quand on parle de l'électrification, vous vous rappelez, Borloo est venu en Afrique avec un projet d'électrification. L'Afrique a de manière extraordinaire l'énergie solaire en revend. Pourquoi, bon Dieu, ne peut-on pas investir dans l'exploitation de ce don de la nature que l'Afrique a, au lieu d'envisager toujours des projets faramineux qui vont aller vers, finalement, la destruction de cette planète, avec ces barrages qu'on va construire, cette déforestation et autres, où on va investir des milliards, alors que, naturellement, l'Afrique peut retenir l'énergie qu'elle a gracieusement de l'espace, et puis fournir même de l'énergie à d'autres pays. Donc, l'Afrique n'a pas de pic de zone tempérée qui l'empêcherait au cours de 12 mois de ne pas bénéficier de cette énergie-là. Pourquoi ne pouvons-nous pas investir d'un coup sur ces solutions-là, résoudre le problème d'énergie et puis capitaliser les ressources qui sont mises à la disposition pour sauver la déforestation et régénérer cette forêt? Voilà peut-être la problématique. Et surtout que dans ces préoccupations de nos chefs d'État, on a oublié également que lorsqu'on détruit la forêt, on détruit également des espèces. Il y a des espèces protégées. Ils n'ont pensé qu'à ce qui est, comme Elie dit, on a oublié nos propres problèmes pour aller voir les problèmes des autres. Alors, je voudrais qu'on continue à évoquer, à parler de la France et bien évidemment du sida. C'est quand même le 1er décembre aujourd'hui. Et il y a un rapport d'une association Aide qui une association de lutte contre le sida, qui a quand même sorti un rapport assez accablant et qui nous fait savoir que certaines écoles françaises rejettent, n'est-ce pas, tous les séropositifs. On parle par exemple de l'école de la magistrature, l'école polytechnique. Alors, Elie Smith, c'est quand même assez regrettable que des écoles françaises qui rejettent ou alors écartent certains séropositifs qui ont toutes les facultés pour être parfois majors de la formation. Oui, c'est une honte parce que vous voyez dans les écoles qui préparent l'élite française. Et la devise française, si je ne me trompe pas, c'est égalité, fraternité, quelque chose. Où est donc la fraternité dedans? Où est l'égalité? Donc je pense que c'était une erreur, c'est une honte parce que c'est la discrimination. Quelqu'un qui a le sida, on ne doit pas le discriminer.
Donc, je pense que c'est une erreur que ces écoles-là sont en train de faire. Et ça donne un peu l'image hypocrite de la France. Si on peut avoir une élite qui prône la parité, l'égalité et la fraternité, et que les gens qui sont en train de forger, c'est les gens qui ont les pratiques discriminatoires, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais je peux aussi dire que l'erreur humaine, je crois que comme l'organisation, c'est ACTED ou c'est ACTOP, AIDS qui a donc mis à jour cette pratique, ils doivent arrêter. Si quelqu'un est séropositif, ça ne veut pas dire que c'est passeport pour la mort. Si vous prenez vos antirétroviraux, vous respectez les recommandations médicales, vous allez vivre pendant longtemps et bien. Alors, Patrick Christian Dobo, on empêche à certains séropositifs de se retrouver, par exemple, dans le corps judiciaire, au niveau de la police et voire même l'armée, et pourtant, ce sont quand même des Français, au-delà du fait qu'ils soient séropositifs. Oui, la nature du théologien que je suis dit toujours que on peut rejeter le mal, mais pas la personne victime de ce mal ou bien la personne qui porte ce mal. C'est la considération qu'on a même à la personne humaine qui doit se manifester dans ce cas de figure. Et c'est bien dommage que dans des pays comme la France, qui se présentent comme étant défenseurs des droits de l'homme de manière inclusive, qu'on ait ce cas de figure-là. Ces cas de figure, c'est regrettable, c'est scandaleux. Ça fait surtout mal quand on peut s'imaginer que pendant longtemps, on a cru que ceux qui étaient victimes ou bien ceux qui étaient porteurs de ce virus étaient des désordonnés, entre guillemets, sexuels, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. On peut attraper le virus du sida par plus d'une forme. La forme sexuelle n'est qu'une de ces formes. Il y a des transfusions sanguines, il y a des erreurs médicales et bien d'autres. Il y a même des transmissions de mère à enfant. Donc, c'est une possibilité de voir quelqu'un qui est né avec le sida sans avoir jamais rien fait, mais qui est obligé de le porter toute sa vie. Et s'il a une intelligence qui lui permet d'être parmi le quota de la classe intellectuelle, il me semble que cette stigmatisation-là n'est pas de bon augure. C'est regrettable et on ne peut que déplorer ce fait et se dire, en espérant que c'était une erreur, c'était un manquement et que cela va être rapidement corrigé. En tout cas de cause, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. C'est une journée qui marque quand même aussi beaucoup d'espoir sur le sida. On annonce un traitement, même s'il est encore très cher, qui pourrait permettre d'avoir un autre regard sur cette maladie. On annonce aussi la possibilité et la disponibilité de plus en plus des antirétroviraux sur le continent africain et dans le monde. On manque quand même une régression de 38% de la part, n'est-ce pas, des personnes qui contractaient le virus. C'est vrai que la jeunesse et les adolescents sont encore les plus touchés, entre 10 et 19 ans, c'est malheureusement ça. On a des pics de pays qui en sont victimes, notamment on a l'Afrique avec l'Afrique du Sud, qui est véritablement un foyer qui a souffert et qui continue de souffrir de cette maladie. Le 1er décembre est un instant où on peut se rappeler que le sida est là, il existe, on n'est pas encore venu à bout, mais il va pourtant falloir composer avec ceux qui, plus ou moins volontairement, se sont retrouvés dans une situation de porteur de ce virus. On va poursuivre pour sortir de cette soirée de l'information avec les Émirats arabes unis qui se disent prêts à envoyer donc des troupes au sol contre le terrorisme. Et c'est Elie Smith, voilà que vos amis que vous avez bien aujourd'hui sont prêts à aller combattre contre Daesh. C'est quand même pas surprenant puisque c'est une habitude pour les Émirats arabes unis aujourd'hui. Oui, les Émirats arabes unis, comme on dit ça, les États-Unis ou le monde occidental sous-traitent ce qu'ils doivent faire. Bon, on verra s'ils auront la capacité de combattre ce qu'ils ont eux-mêmes créé ou financé. Donc pour moi, ça ne me surprend pas. Il faudra qu'ils participent. Nous savions qu'eux, ils ont participé. Et ils sont en train de seulement venir mettre l'ordre là où ils ont créé le désordre. Alors, le ministre des Affaires étrangères, Patrick Christian Dobo, qui l'annonçait ainsi, c'est pour dire quand même que cette coalition est en train d'être mise en branle. Et comme le disait bien évidemment Laurent Fabius, le ministre français des Relations extérieures, il était question de trouver ceux-là qui devaient combattre au sol. Et c'est comme un écho favorable de son discours. Ben, en attendant, on va combattre sur le sol qui reste un sol et un territoire syrien et qui est supposé
finalement avoir on va dire, la maîtrise sur son territoire. L'intégrité du territoire syrien reste et demeure une propriété du pouvoir de Damas. Maintenant, comment est-ce que ces combattants qui arriveraient, n'est-ce pas, des Émirats arabes unis, pourraient faire la jonction avec le régime de Bachar al-Assad, qui lui-même est combattu par ces Occidentaux, en tout cas, qui n'est pas tout à fait accepté par ces Occidentaux, et ces Occidentaux qui soutiennent cet envoi par les Émirats arabes unis. On va voir. Mais ce que je peux relever dans cette attitude, dans cette prise de risque, c'est que Daesh n'est peut-être pas vaincu, mais au regard d'un certain nombre de positions extrêmement radicales, on peut être convaincu que Daesh accuse le coup des frappes qui lui sont administrées. C'est peut-être même le cas aussi des extensions comme Boko Haram, qui aujourd'hui de plus en plus ne se manifestent que par la forme asymétrique, parce que vraisemblablement les frappes et la guerre conventionnelle pèsent maintenant lourd sur ces organisations-là. Donc comment est-ce que cela va se passer? En tout cas, pour l'instant, Bachar al-Assad, fort des frappes de la Russie sur Daesh, avance avec ses troupes sur le sol. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de brouiller les cartes en envoyant de nouvelles troupes, sachant que Bachar al-Assad est déjà en train de prendre quand même le dessus sur certains grands bastions de Daesh en Syrie? Bon, on va voir en attendant les contours. Est-ce que Vladimir Poutine va se laisser avoir par des stratagèmes qu'il ne maîtrise pas? On a vu que les uns et les autres étaient prêts pour un consensus, un échange d'informations, un dialogue. Espérons que ce soit sincère et que derrière, ceux qui disent vouloir combattre Daesh le grand jour ne vont pas continuer à alimenter Daesh dans la grande nuit. Voilà. Alors, merci, monsieur, d'avoir accepté de commenter cette actualité assez abondante ce soir. Madame, monsieur, c'est donc ici que nous mettons un terme à cette soirée de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu Canal d'Info. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 20h15 pour une autre édition. D'ici là, portez-vous très bien. Nos programmes se poursuivent.